Bonjour, Monsieur Marc Lévy. Merci, enfant, d'être ici pour les lecteurs romains qui connaissent déjà très bien vos livres. Alors, voilà, j'ai votre 21e roman. Voilà, le voilà. Et je vais vous avouer quelque chose. J'ai lu un roman de vous il y a, je crois, une vingtaine d'années. J'étais en France. Et en lisant votre 21e roman de la maison d'édition Trey, en Roumanie, je me suis dit, voilà, j'ai vieilli avec les livres de monsieur Marc Lévy, vraiment, il y a 20 ans. Félicitations tout d'abord pour cette longue carrière d'écrivain. J'ai eu une petite curiosité au début de ce dialogue. Quand est-ce que vous avez eu le temps de vivre en écrivant autant de livres, Monsieur Lévy? Écoutez, c'est une question que je me pose Mhm. beaucoup en ce moment, je dois vous dire, sur quand est-ce que j'ai eu le temps de vivre. Et c'est drôle parce qu'il y a une chanson de Johnny Hallyday qui parle justement de ça, beaucoup. C'est-à-dire enfin, du fait que quand on est tout le temps dans la création, Et il y a une chanson de Johnny Hallyday comme ça qui dit «J'ai oublié de vivre». Et c'est une question que je me pose énormément, pour tout vous dire. Alors, je ne sais pas quelle est la vraie réponse à cette question parce que, comme on vous dit, il y a toujours une facilité à se lamenter en se disant j'ai trop travaillé, j'ai trop fait ceci. Mais finalement, je me dis aussi que quand on exerce un métier qui est une passion, on en vit dans tous les sens du terme. On en vit parce que il vous nourrit intellectuellement, humainement, charnellement, et puis en même temps parce qu'il vous fait vivre tout simplement. Mais chaque année, je me dis, ah ben non, pas cette année, allez, fais ceci, fais cela. Et puis finalement, vous voyez, ça fait 20 ans que j'ai envie de me mettre à la guitare, et puis alors je prends la guitare et je suis en train d'essayer d'apprendre Mhm. à jouer de la guitare, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire au lieu d'écrire? C'est très difficile Oui. quand on est passionné de se, de se détacher de sa passion, quoi. Mhm. Vous savez, il y a Edith Piaf qui dit dans une chanson, je pense que c'est elle, je repars à zéro. Et Ouais, c'est ce que vous avez fait quand vous avez décidé de tout changer, puisque vous avez un bureau d'architecture, vous avez, je ne sais pas, travaillé un peu en Silicon Valley, donc en tant qu'informaticien, etc. Et puis vous avez décidé de devenir écrivain. Et je veux dire aux gens qui suivent ce dialogue, en effet, à la maison d'édition Trey, on a publié, je ne sais pas, plus d'une dizaine de romans en Roumanie. Et voilà, ça, c'était une belle surprise pour moi. On parle de C'est arrivé la nuit et c'est le premier tome d'une série, d'une trilogie. Je sais qu'en France, il y a aussi le deuxième tome de cette série qui m'a rappelé un peu Millennium. Je vous assure, j'ai été vraiment captivée. Je l'ai lu, je ne sais pas, en 5 ou 6 heures. Alors, on va dire que vous avez bien changé de sujet dans vos livres avec ce roman, parce que cette fois-ci, il s'agit d'une enquête journalistique. Bon, comment est-ce que l'idée de ce roman vous est venue? Quand? Cela s'est passé comment? je crois que l'idée de ce roman, la matière qui a nourri ce roman, elle a toujours existé en moi. Parce que de par le passé de mon père, euh, j'ai toujours su et appris de mon père Mhm, que la démocratie, la liberté, le droit d'expression n'étaient jamais acquis et qu'il y avait toujours des forces très puissantes qui, qui s'attaquaient à elles. mhm, Quand vous regardez à travers l'histoire et l'histoire de chaque pays, on parle toujours des années sombres, des heures sombres, mhm, où s'installent les autoritarismes, les fascismes. Euh,
Et on croit qu'une fois curé, guéri de ces heures sombres, les peuples sont guéris à jamais de ces démons-là. Mais ces démons reviennent parce qu'ils sont dans la nature d'une partie des hommes. Et donc, ce sont des cycles. Et comment vous dire, la plus grande partie de l'humanité s'est passée sous féodalité. Et aujourd'hui, il n'y a encore que 25% de la population mondiale qui vit en démocratie. Et quand vous regardez ce qui se passe même dans les pays d'Europe, je ne citerai que la Pologne et la Hongrie, vous voyez que même au sein de l'Europe, Oui. la tentation de la division, de la haine, de la détestation de l'autre, de la montée du nationalisme, des mensonges, qui à chaque fois ont conduit au fascisme et à la destruction, eh bien, elle est encore extrêmement présente. Ces forces sont là. Et il y a une différence aujourd'hui, c'est que ces forces disposent de moyens financiers et de moyens de communication extraordinaires. Et ils ont réussi, quand en 1936, Hitler, qui avait compris le pouvoir de la désinformation de par des expériences qui avaient été menées par les soldats américains et anglais pendant la guerre de 14-18, fort de cela, Hitler crée le ministère de l'information, entre guillemets, qui est un ministère de la propagande, qui est confié à Goebbels. Les outils dont Goebbels dispose pour manipuler les peuples sont totalement amateurs par rapport à ceux dont les gouvernements autoritaires disposent aujourd'hui pour manipuler les peuples et pour installer une réalité parallèle qui supplante la vérité et la réalité. Ouais. Moi, je l'ai vécu dans mon quotidien aux États-Unis. Le 6 janvier, on a des images qui nous montrent une tentative de coup d'État. Oui. On a tous les éléments qui amènent à montrer le coup d'État dans tous ses détails. Vous avez, grâce à la désinformation massive, une partie très importante de l'électorat républicain américain qui pense que ça n'en était pas un, voire même que ça a été monté par des gens de gauche qui ont fomenté ça. Les moyens de désinformation ont conduit aujourd'hui une grande partie de la population à avoir plus peur du vaccin que d'une maladie mortelle. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte quand même de l'aberration et de la bêtise dans laquelle on a réussi à pousser les gens. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui a un pourcentage de chances de les tuer. Ils voient 5 millions de gens qui meurent de cette maladie en un an. Oui. On a réussi à leur faire plus peur du vaccin qui va les sauver que de la maladie qui va les tuer. Et c'est pas que Vous ces savez, gens-là… je m'excuse, monsieur, mais c'est vraiment ce que nous vivons maintenant ici en Roumanie. Oui, mais je sais que c'est ce que vous ça. vivez en Oui. Roumanie. Et si vous voulez, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens… Alors, moi, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, avec son téléphone en main, Oui. et il me disait, vous savez, les vaccins, ils ont mis des puces dans les vaccins pour nous traquer partout. Et je lui ai dit, mais vous avez ça dans la main, vous l'avez tout le temps avec vous, pourquoi est-ce qu'on va aller mettre une puce dans un vaccin d'abord? Oui. La taille de la puce pour qu'elle passe dans le… Vous avez regardé la taille de la seringue du vaccin ou pas? Bon. Et pourquoi alors que vous avez ça, vous êtes traqué toute la journée? Pourquoi? Alors là, les gens vous regardent. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ce à quoi je me suis intéressé dans ce livre, c'est à raconter qui est derrière cette manipulation et pourquoi. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de dire aux gens, écoutez, vous êtes manipulés. Ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens, mais voilà pourquoi on vous intoxique. Voilà à qui profite la haine et la division. Voilà à qui profitent tous les mouvements anti. Et voilà en réalité les vraies raisons de la remontée des nationalismes dans les pays et de la volonté de diviser les pays. Et oui, ça correspond aujourd'hui à un projet qui est mené par une bande d'oligarches extrêmement puissants
qui ont beaucoup d'argent et qui veulent régner sur les peuples. Et il est évident que toutes les unions démocratiques les dérangent. Elles les dérangent puisqu'elles établissent des lois, des codes qui sont là pour protéger les citoyens et qui les empêchent, eux, de s'enrichir comme ils le souhaiteraient. Avant de continuer, je voudrais dire aux lecteurs, aux futurs lecteurs de ce livre qui est vraiment captivant, je voudrais souligner le fait que le livre est la marque d'une enquête journalistique que vous avez faite. Donc, vous avez travaillé pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas, 3 ans d'études et de documentation pour ce roman. Mais je voudrais parler un peu de l'action. Il s'agit d'une trilogie qui s'appelle Neuf. Oui. Mais bon, les personnages ne sont pas encore 9, mais plutôt 8 personnages. Bon, je ne vais pas faire un spoiler de la fin de votre roman. Bon, ok. Nous avons 8 personnages qui sont des hackers, ce qu'on connaît en anglais, les hackers, mais qui sont du côté de Grey Hat, White Hat, Black Hat, c'est-à-dire des hackers qui font du bien et des hackers qui font du mal. Les personnages de votre roman sont des hackers qui font du bien à l'humanité. Ils sont des gens hors la loi, comme vous le précisez, mais ils œuvrent pour le bien de la société. Il y a des personnages de Tel Aviv, Madrid, Istanbul, Kiev, Oslo, etc. Et il y a aussi des personnages réels que vous transformez dans des personnages de fiction, mais on se rend compte du fait que ce sont des vrais personnages, on va en parler. Alors, en partant d'ici, nous avons une enquête de ces hackers, journalistes, professeurs à l'université, mais qui ont une vie de nuit. C'était une provocation pour vous de travailler avec de vrais hackers, n'est-ce pas? Le combat de la désinformation aujourd'hui est un combat digital. L'intoxication, elle est digitale. Moi, je me souviens, il y a 6 ans ou 7 ans, dans des dîners ou dans des rencontres, je disais à mes amis que je pensais sincèrement que Mark Zuckerberg était un homme extrêmement dangereux pour la société et que Facebook était une entreprise extrêmement toxique. Et les gens me disaient, mais non, ils sont formidables, Zuckerberg, c'est un type adorable. Et je disais, non, Zuckerberg n'est pas un type adorable. Zuckerberg est un narcissique pervers extrêmement dangereux pour la société. Et les dégâts qu'il va commettre sur la société sont considérables. Et c'est un homme dangereux et redoutable. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une évidence, ce que je disais il y a 6-7 ans et auquel très peu de gens voulaient bien croire. L'enjeu de la manipulation, comme je vous le disais, se situe aujourd'hui dans le digital. Et donc, pour mener cette enquête, je me suis retrouvé en face d'acteurs qui sont sur ces terrains-là. Qui est-ce qui aujourd'hui, finalement, après des mois et des mois et des mois d'enquête parlementaire, qu'est-ce qui a le plus révélé la vérité sur la face cachée de Facebook? C'est une femme qui est sortie de l'anonymat et qui est devenue une whistleblower. Et c'est ce témoignage qui tout à coup a réveillé les consciences sur la vraie face cachée de Facebook, sur la vraie dangerosité et toxicité de cette entreprise et sur la vraie folie de ses dirigeants et leur inconscience et leur appétit d'argent sans aucune considération pour la vie humaine et particulièrement celle des adolescents. Bon. Eh bien, les personnages de ce roman sont tous des whistleblowers. Mais ils ont une technique très particulière, ils ont une compétence très particulière, c'est que ce sont effectivement des grey hats. C'est-à-dire que dans un monde d'aveugles, ils savent lire et écrire. Parce que les hackers, c'est ça. La force du codage, c'est de savoir lire et écrire dans un monde d'aveugles. Vous, moi, nous sommes des consommateurs du monde digital, on consomme, mais on ne sait absolument pas interagir dessus. Vous imaginez que celui qui fabrique le périmètre du monde digital et son contenu a un pouvoir extrêmement important. Donc, les grey hats, ce sont des hackers
qui se servent de leurs compétences, non pas pour voler de l'argent ou pour faire du tort à quiconque, mais pour aller chercher la vérité et les informations là où elles se trouvent. Et là où elle est accessible, ou là où elle ne nous est pas accessible à nous, mais où elle est accessible, elle leur est accessible. L'extraordinaire impunité dont jouissent les entreprises toxiques ou les hommes politiques corrompus est liée au secret dont ils s'entourent. Et ils ont tellement bien réussi à s'entourer de ce secret que révéler des informations aujourd'hui est considéré comme un acte criminel, ce qui est incroyable. Prenez l'exemple du président, l'ancien président américain Donald Trump. Le nombre de crimes financiers commis par ces entreprises, aujourd'hui, on n'arrive plus à les compter. Mais le secret dont il les entoure et les protections juridiques pour protéger ces crimes, ses propres crimes, sont tellement importants que, pour l'instant, vous voyez, la justice, à chaque fois, est retardée dans ces opérations. Il y a une protection du crime aujourd'hui qui est plus importante que la protection de ceux qui apportent les preuves. C'est comme si on vivait dans une société civile, dans le concret, où un policier prenait plus de risques en enquêtant sur un criminel que le criminel sur lequel il enquête. C'est fou. Ouais. Et c'est ça le monde digital. Donc, ces acteurs, qui sont effectivement des grey hats, jouent un rôle très important, puisque eux prennent le risque de cette criminalité pour aller dénoncer l'information. Je pensais maintenant à Nigel Farage l'époque de fake news a commencé, oui, en fait, a commencé beaucoup dans la période du Brexit. Oui. Nigel Farage, c'était, je pense, c'était un personnage qui a beaucoup manipulé par les réseaux sociaux. Donc, mais Nigel Farage, en fait, c'est le cornman, c'est le présentateur. Nigel Farage, c'est une marionnette. C'est un homme, c'est un idiot, dangereux, menteur. C'est une grande gueule. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les gens qui ont de l'argent qui sont derrière Nigel Farage et qui l'enrichissent pour arriver à leur projet. Si vous voulez un jour vraiment enquêter sur les raisons du Brexit, il faut aller regarder des financiers comme Ayrton Bank, grand argentier du Brexit et grand bénéficiaire du Brexit. Donc voilà exactement un milliardaire extrêmement corrompu qui se sert de sa fortune pour financer un conman, vous voyez, un présentateur, un showman, qui va manipuler les foules parce que le Brexit lui apporte de l'intérêt à lui. Et Ayrton Bank se moque complètement du destin de l'Angleterre. Il n'a aucune vision ni patriotique ni nationaliste. Il n'a qu'une vision par rapport à son propre argent. Aux États-Unis, dans un autre domaine, qui finance les grandes campagnes de désinformation sur le réchauffement climatique? Qui les finance pendant 20 ans? Les frères Koch. Pourquoi? Parce que les frères Koch sont des milliardaires du charbon et du pétrole. Donc, ils financent les marchands de doute et les marchands de désinformation, de la même façon que les grands argentiers de l'industrie du tabac dans les années 60 payaient des médecins pour qu'ils fassent de faux témoignages en témoignant que la cigarette n'avait absolument rien de nocif et rien de dangereux. Ça a pris aujourd'hui des proportions qui sont absolument considérables où un petit groupe d'hommes et de femmes très riches ont acheté littéralement des pays, achètent des autocrates en puissance pour manipuler les peuples, s'installer au pouvoir et ensuite faire en sorte que le pouvoir ne puisse plus leur échapper. Ce qui est exactement ce qui s'est passé en Pologne et qui continue de se passer en Pologne. D'ailleurs, au cœur de votre roman, il y a aussi un sujet, c'est un sujet qui est assez puissant puisque nous parlons de la crise de l'insuline aux États-Unis. Et en fait, vous avez un personnage qui s'appelle Alba, une jeune fille qui souffre de diabète
et qui doit obtenir sa dose d'insuline chaque mois. Et en fait, on sait tous que la crise de l'insuline aux États-Unis, c'était difficile pour les citoyens puisque, bon, ce qui devait coûter en dollars, c'était le contrat lorsqu'on a inventé l'insuline, euh, coûtait, je ne sais pas, $300 à un moment donné pour un mois. Et il y avait des citoyens qui devaient aller jusqu'au Canada pour obtenir les doses. Donc, ce sujet a été très sensible pour vous et vous l'avez choisi comme un petit squelette du roman. C'était c'est pourquoi ce choix de la crise de Parce que l'insuline? c'est une histoire qui est très intéressante sur comment vous dire, la corruption d'une société entière. L'insuline a été découverte il y a un peu plus d'un siècle et les inventeurs de l'insuline ont vendu leur brevet $1 pour que l'insuline soit accessible à tout le monde. Mhm. L'insuline, c'est une molécule qui est une molécule de vie ou de mort pour les diabétiques. Bon. Aux États-Unis, les géants pharmaceutiques font des ententes illicites pour manipuler les prix de l'insuline. Résultat, le prix de l'insuline a augmenté de 1000% en 10 ans. Et le flacon d'insuline aujourd'hui coûte $300. Un diabétique a besoin d'à peu près 4 flacons par mois. Donc, ça lui fait un budget de $1200. Dans un pays comme l'Amérique, où il n'y a pas de protection sociale, vous avez un nombre assez important de patients diabétiques qui n'ont pas les moyens de s'acheter l'insuline. Ouais. Il en résulte que des gens meurent par dizaines de milliers. Mais les gens ne meurent pas par dizaines de milliers parce qu'ils sont atteints d'une maladie incurable ou ils sont atteints d'une maladie contre lesquelles il n'y a pas de traitement. Ces gens meurent parce qu'une petite poignée d'hommes et de femmes ont décidé de manipuler les prix de l'insuline pour s'enrichir. Et pour s'enrichir de façon extrêmement conséquente. Donc, vous avez, entre guillemets, quelques actionnaires, des grands fonds de pension qui ont investi dans les labos pharmaceutiques et surtout des cadres dirigeants. Vous voyez, donc on va dire, allez, une centaine de ultra privilégiés qui deviennent immensément riches pendant que des dizaines de milliers de gens meurent directement de leur richesse. C'est pas comme, entre guillemets, dans le cadre de, vous voyez, de la pollution aux particules fines où on se dit les gens vont mourir dans 15 ans ou dans 20 ans. C'est chaque année, c'est-à-dire que plus le cours de ces laboratoires monte en bourse, plus les gens meurent. Et au milieu, il y a des gouvernements qui sont parfaitement conscients de cette hypocrisie et de cette entreprise criminelle. Mais personne ne bouge. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Alors, donc, qu'est-ce que font les neufs? Les neufs se disent, mais finalement, la grande criminalité en col blanc, c'est-à-dire la corruption, qui est vraiment le cancer de nos démocraties, on ne peut pas compter sur les gouvernements pour nous protéger contre elle, puisque nos gouvernements sont pris en otage eux-mêmes par ces grands argentiers. Donc, ils agissent seuls, et c'est là que le roman retrouve sa patte millénium, puisqu'on ne va pas faire des faits Ouais. Mhm. C'est là que les neufs ont décidé de prendre les choses en main. En fait, ils commencent un travail de résistance, à l'instar de ceux qui, dans les années 37, 38, 39, qui ne sont pas si lointaines que malheureusement on peut le croire, ont commencé eux aussi un travail de résistance contre le fascisme. Oui. En fait, vos personnages dont vous parlez, les neuf, bon, je vais dire les 8 personnages, ce sont comme vous l'avez dit d'ailleurs, des Robin du Bois modernes, Ouais, puisqu'ils œuvrent pour le bien. Et nous parlons des personnages, moi j'ai bien aimé Caterina. Bon, bon, chaque lecteur trouve une compatibilité avec un personnage. Nous parlons de Jenny, Caterina, Matteo, Cordelia, Diego, Vitalik. Bon, mais pour vous, tous ces personnages sont issus
peut-être des personnages qui existent réellement. Je ne vais pas poser la question qui sont-ils parce que vous n'allez pas répondre à cette question, c'est normal. On parle de personnes qui travaillent dans on l'appelle le dark web, le dark Internet. Et est-ce que vous avez un personnage qui vous a touché profondément, vous, personnellement? Quelqu'un qui peut-être été inspiré d'un personnage réel, peut-être un journaliste ou quelqu'un. Carole, oui, le personnage de Carole, Oui, 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 qui est très inspiré d'une vraie journaliste reporter du Guardian qui s'appelle Carole Cadwalder et qui est une formidable reporter qui a beaucoup payé le prix, qui a payé un prix très cher pour sa liberté d'expression, qui a dénoncé Bank mhm, et les agissements crapuleux de Bank. Et Bank a enchaîné les procès contre elle pour essayer de la ruiner et de la discréditer. Il a même essayé de mettre le Guardian en faillite parce que ces milliardaires n'aiment pas qu'on les critique et ils n'aiment pas qu'on les mette sur le devant qu'on mette leurs actes criminels sur le devant de la scène. Donc, il a essayé de lui créer beaucoup de tort à Carole. mhm. Et les procès contre elle continuent d'ailleurs. Alors, il engage des armées d'avocats parce qu'en même temps, c'est un des moyens de la désinformation. Soit vous tuez les journalistes, soit vous étouffez les journalistes sous des quantités de procès qui ne leur donnent plus le temps de faire leur travail. Et c'est exactement ce que fait Bank. Alors, est-ce qu'un jour, la justice triomphera? Est-ce qu'un homme comme Bank finira sa vie en prison? Moi, je suis optimiste, vous voyez. Personne n'aurait imaginé il y a 20 ans que Harvey Weinstein, aujourd'hui, serait un misérable vieillard. Cet homme qu'on croisait avec son Ouais. arrogance et sa suffisance et sa force serait aujourd'hui un misérable vieillard qui croupit dans une prison pour les crimes qu'il a commis. Et donc, je ne désespère pas que certains de ces oligarches finissent par être tenus responsables de leurs actes. Ce que Oui, l'État peut-être. essaie de faire, et de leur faire. Le danger vient de l'impunité de l'impunité dont ils bénéficient tous. Si vous Mhm, prenez aujourd'hui, pendant la mandature de Trump, les plus crapuleux qui ont même été condamnés, Trump a réussi à les amnistier. Et donc, à donner aux autres ce sentiment d'impunité absolue. Vous pouvez, tant que vous servez l'Alliance, vous pouvez commettre tous les crimes que vous voulez, vous êtes intouchable. Le jour où il y en aura, et c'est ce qu'on pensait dans le milieu du cinéma, jusqu'à la chute d'Harvey Weinstein. Et mhm. quand Weinstein est tombé, et ben ça a fait réfléchir tous les autres. Ouais. Et c'est à ce à quoi œuvrent les neufs dans le monde de la grande corruption en col blanc. Imaginez le jour où l'un des oligarches se trouvera confronté à la justice. Je vais vous prendre un exemple. Je parlais avec mes enfants il n'y a pas très longtemps d'Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est Tesla, c'est le génie, voilà, il Ouais. parle. Mais Elon Musk, pendant la crise du Covid, il défie toutes les lois et il maintient ses entreprises ouvertes. Le jour où un homme comme Elon Musk sera jugé parce qu'il est responsable de la mort de ses salariés qui ont attrapé le Covid et qui sont morts du Covid, le sentiment d'impunité des autres oligarches ne sera plus le même. Voilà en fait ce à quoi œuvrent les neufs aujourd'hui. Vous parliez de Trump et j'ai pensé à votre personnage Baron. Mais bon, c'est pas Baron, il est en fait c'est Steve Bannon. Je pense que c'est son nom. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs noms qui cachent les vrais noms, comme je disais tout à l'heure. Bon, Cambridge Analytica devient dans votre roman Oxford Technica. Puis Boris Johnson, vous l'appelez Jarvis Borson. Et j'ai bien rigolé puisque vous avez dit que même ses cheveux sont sous le Souris mort. mort, Quelque oui. chose comme ça, oui. Oui. En fait, bon. Il y a tous ces pratiques un peu littéraires de cacher la vérité, mais le lecteur s'en rend compte du fait que, bon, ça, c'est la réalité. Je voulais vous demander, vous poser une petite question, puisque j'ai remarqué qu'il y a des dessins
des illustrations dans votre roman, puisque nous voyageons beaucoup dans votre roman, partout dans l'Europe et pas seulement dans l'Europe. Et il y a des illustrations, voilà. Oui. Et j'ai lu que c'est votre femme qui est illustratrice et c'est elle qui a fait les illustrations. C'est la première fois que vous collaborez avec elle ou Non, c'était... c'est la troisième. Cela a débuté comment? Ça a commencé avec Une fille comme elle, le roman qui se passe dans un immeuble à New York. Ça avait commencé à cette époque-là parce que l'héroïne d'Une fille comme elle est une femme qui se déplace en fauteuil roulant. Et un jour, on était assis à la terrasse d'un restaurant et sur le trottoir, il y avait une station de métro. Et donc, j'étais assis dans la rue, ce qui n'est pas toujours le cas. On est assez rarement assis dans la rue. Enfin, quand on est assis dans la rue, c'est qu'on est justement à une terrasse de restaurant et en général, on regarde son assiette. Mais là, il s'avère que je regardais comme ça à droite le trottoir et j'ai vu les gens sortir de la station de métro. Et comme j'étais assis, il y avait ce moment où je voyais leur tête et il y avait ce moment où leur tête devenait beaucoup plus haute que la mienne. Oui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comme le point de vue de la ville n'est plus le même. Et je trouvais ça très important par rapport au personnage du roman que le lecteur en ait une forme de perception imaginaire et visuelle à la fois. Et donc, j'avais proposé à Pauline en lui disant, est-ce que tu accepterais de me faire comme ça une vingtaine de petits dessins de la ville, mais au lieu qu'ils soient à hauteur de… Voilà. Que de temps en temps, ils soient à la hauteur de… Ça a été l'idée de travail qui ne s'est pas concrétisée ensuite dans tous les dessins, mais ensuite, j'ai trouvé que les dessins, finalement, ils apportaient… à la fin d'un chapitre, ils apportaient cette petite pause qu'on trouve en musique quand il y a une pause dans un morceau. Une forme de respiration, un petit moment de silence où, avant d'enchaîner sur le chapitre d'après, oui. Vous voyez, on respire et je trouve que c'est assez agréable en fait dans la lecture. Oui, je comprends. De toute façon, c'était, je l'ai bien aimé de voir des illustrations comme ça. C'est comme on se rend compte du fait qu'on voyage beaucoup avec votre roman. Voilà, je voulais préciser quelque chose que vous avez dit à un moment donné. Vous avez dit, et je vais lire, depuis 20 ans, j'écris pour voir le monde en couleur, pour me calmer aussi. À quoi sert d'être écrivain si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions? Quelle est la question de ce roman, de ce 21e roman à laquelle vous avez désiré de donner une réponse? La question, elle est de savoir en réalité si assez de gens vont se mobiliser pour que la vérité éclate avant qu'il ne soit trop tard. Entre 1933 et 1939, le peuple de Goethe, je vous parle du peuple de Goethe, je ne vous parle pas de gens vivant dans des tribus, vous voyez, dans les montagnes très reculées, je vous parle d'un peuple extrêmement cultivé, a sombré au son des sirènes du nationalisme et du fascisme. S'en est suivi une barbarie terrible qui a plongé l'Europe puis le monde dans une destruction qui a conduit à 60 millions de morts. Je pense que nous vivons une époque où les démocraties sont autant en danger aujourd'hui qu'elles l'ont été pendant la période de 33 à 39, avec en plus des moyens financiers qui sont donnés pour faire tomber ces démocraties encore plus importants. Et avec derrière la volonté d'installer des autocraties capitalistes, comme il existe en Chine aujourd'hui ou en Russie. C'est-à-dire des très longues périodes d'autocratie sans que les peuples n'aient les moyens ni la possibilité de revenir en arrière. Tout cela est grandement la conséquence de ce que je raconte dans le roman, c'est-à-dire de l'action d'un petit nombre d'individus. Donc la question que j'aime me poser dans ce roman, c'est de me dire finalement la seule chose qui peut inverser cela,
c'est nous, c'est la population, c'est nous les peuples. Ouais. À condition de Mhm. quoi? À condition qu'on s'en rende compte. Euh, et donc, je pense que tout ce qui contribue à raconter, à raconter l'histoire et à ouvrir les esprits et à partager des questions, parce que je n'aurais pas la prétention d'avoir des réponses, mais le fait de partager des questions, Ouais. c'est assez délicieux. Et le fait de pouvoir échanger, euh, c'est la conversation dont je vous parlais tout à l'heure avec celui qui vous dit qu'il pense que dans un vaccin, on a mis une puce pour le suivre. Le débat, c'est pas de lui dire qu'il est idiot, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il croit ça. Il croit ça parce que il y a tellement de gens qui ont dépensé de l'argent pour lui faire croire ça qu'il a fini par y croire. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de lui dire, mais et ton téléphone portable? Alors là, on fait appel non pas à la critique, mais à sa propre intelligence. Oui. Il se dit tout à coup, ah mais oui, ça c'est vrai, ça après tout, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à mettre une puce dans un vaccin alors qu'on peut me suivre avec mon portable toute la journée? Ça, c'est la force du récit, du partage et de vous voyez, et de l'envie de communiquer avec les gens et de ne pas les juger. Donc, c'est ça finalement la question qui se pose à ce roman, c'est comment est-ce que chacune des bonnes volontés qui est fervent partisan de la démocratie peut contribuer à protéger les démocraties aujourd'hui. Ouais. De ce point de vue, Monsieur Marc Lévy, on pourrait dire que d'une certaine façon, votre roman est un roman, comment l'on dit, manifesto book, un peu engagé. Et je pense que ça peut être le début de quelques réponses pour les gens qui, comme vous le disiez, croient tout pour être la vérité, justement parce qu'ils l'ont lu sur Facebook ou je ne sais pas ailleurs. Je voudrais vous supplier à la fin de ce dialogue de transmettre un message au lecteur romain. Et je voudrais préciser, voilà, j'allais oublier. Donc, quand même, vos livres sont traduits dans plus de 40 langues, sinon Ouais, 50 si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, ouais. vendus en 45 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Félicitations vraiment. Merci. Et j'espère que cette trilogie va un peu changer la manière dans laquelle on est habitué à voir les choses et la vérité à cette époque-ci qui est tellement troublante pour tout le monde. Vraiment, je sais, c'est difficile pour tout le monde. S'il vous plaît, si vous pouvez transmettre un petit message à vos futurs lecteurs de Roumanie. Voilà. Je pense qu'on a… D'abord, le message, c'est que j'espère avoir le plaisir de revenir prochainement en Roumanie. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Mais j'espère. Ah, il y a encore. Mais j'espère pouvoir revenir et surtout entretenir et discuter avec vous de vive voix dans une librairie ou au Centre culturel français. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite. La deuxième chose, c'est que je crois que le propos de ce roman, c'est de raconter une histoire qui vous fasse réfléchir, mais qui en aucun cas ne vous impose quoi que ce soit. Je crois que la liberté, elle commence par le respect de l'autre et par le respect de sa liberté de penser. Et ça n'est pas un livre que j'ai écrit pour donner des leçons de morale. C'est juste un livre peut-être que j'ai écrit pour l'amour de la morale et des valeurs humaines et des valeurs d'humanité. Mais je crois que le chemin, il se mène… je crois qu'on peut mener… on peut mener sa vie par la colère, la haine ou la détestation de l'autre. Mais je ne crois pas que ça amène à beaucoup de bonheur. Je crois que quand vous regardez ce qui se passe dans tous les pays autocratiques où, conduit par la colère, la détestation de l'autre, l'envie de vengeance,
on a laissé s'installer des autocraties. On voit aujourd'hui finalement des peuples qui vivent dans le silence et dans la mémoire des libertés qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus, avec ce sentiment de culpabilité en même temps, qui les conduit encore plus au silence. Et la vraie question qu'il faut se poser à chaque fois que l'on a envie de s'attaquer à la liberté des autres, c'est de se poser la question en se disant, mais finalement, quel impact ça a sur ma vie à moi? En quoi ça change ma vie à moi? Vous voyez, et je crois que ce livre, finalement, vous le dites à la fois, c'est vrai que c'est un manifeste, et en même temps, je crois que c'est un énorme cri d'amour. Je crois que c'est, on pourrait dire que ce roman, c'est l'histoire de 9 Robins des Bois qui se battent pour la liberté. Mais vous savez, il y a une question que Carole pose à Neuf au tout début du roman. Et elle dit, qu'est-ce que vous voudriez que les étudiants pensent de vous dans 20 ans avant qu'ils ne vous jugent? Oui. Et elle dit, tout ça, je l'ai fait par amour. Et je crois que ce roman, c'est surtout un grand, grand roman d'amour pour la liberté. Et pour les hommes, et pour la vérité. Oui, absolument. Pour la vérité. Je vous remercie, monsieur. C'était un plaisir, cette discussion. Je vous remercie de tout mon cœur.